Après Victor Siman, voici maintenant la présentation du livre de Paul-Olivier Delannoy. Précisons d'emblée que ce n'est pas l'homme dans sa fonction publique que nous rencontrons ce soir, mais l'homme, l'auteur, l'écrivain de ce recueil témoignage publié aux éditions Chloé Délices, L'auriculaire arraché. De cette fratrie de 5 doigts, l'auriculaire, le 5e doigt de la main, est celui qui engendre sympathie, empathie et connivence. Cet auriculaire qui sait tout. Il est le creuset, le réceptacle de tous les secrets. D'ailleurs, Molière, déjà, dans son Malade imaginaire, fait intervenir l'élégant, le gracieux auriculaire. Voilà mon petit doigt pourtant qui gronde quelque chose, dit Dascali. Il met son doigt à son oreille. Attendez, oui, voilà mon petit doigt qui me dit quelque chose que vous avez vu et que vous ne m'avez pas dit. Ainsi, l'auriculaire sait tout, entend tout, et ce qu'il entend vaut de l'or. En effet, son étymologie latine renvoie à auricula, l'oreille, et ce mot latin contient lui-même auri, c'est-à-dire l'or. Grâce à lui, on sait quelque chose ou l'on soupçonne quelque chose. Ou encore, on sait quelque chose, mais on veut en taire l'origine. C'est mon petit doigt qui me l'a dit. C'est donc ce mini rikiki de petit doigt qui se dévoile in fine le plus digne d'intérêt, celui de la plus haute importance. Pour Paul-Olivier Delannoy, l'auriculaire devient l'incarnation même de Jean-Charles, son frère cadet, mort dans un accident de voiture le 12 février 1994. 12 février 1994. Déchirure dans le temps. Désormais se découpe un avant et un après. Déchirure aussi dans le regard, dans la perception que l'on a de soi et des autres. Un membre est arraché et c'est son propre cœur et le cœur de tous les proches qui sont aussi mutilés, amputés. A fortiori peut-être parce que Paul-Olivier et Jean-Charles étaient précisément comme les doigts de la main. Parler du deuil, c'est bien sûr inévitablement parler de la mort. Cette mort qui est l'unique certitude de notre vie, la seule chose qui nous soit véritablement promise. Comment dès lors apprivoiser ou tenter d'apprivoiser cette évidence? Comment assumer cet immanquable, cet inéluctable tant pour soi-même, mais peut-être plus encore pour tous ceux que nous aimons, pour tous ceux qui nous sont proches. Mortels et amants de mortels, voilà ce que nous sommes. Pourtant, c'est la mort qui donne à notre existence toute cette densité, toute sa compacité. Sans la mort, la vie deviendrait évanescente, fade, liquide. Supprimer la mort de son existence, c'est supprimer la vie. En d'autres termes encore, si nous ne mourions pas, nous mourrions de ne pas mourir. Ces propositions ne reviennent cependant pas à énoncer totalement bienheureuse mort, bien sûr, loin de moi de vouloir exalter et glorifier la mort, car enfin rien n'est plus intolérable, révoltant et inacceptable que la mort. A fortiori quand la personne semble avoir été dépossédée de sa propre mort. Une mort au goût âcre et amer, d'inachevé, d'inaccompli. En racontant son histoire, Paul-Olivier Delannoy relance l'horloge que ses parents ont arrêtée sur l'heure fatidique de l'accident et de la mort. Peut-on glacer et pétrifier sa propre vie parce qu'un proche est mort? Ce n'est pas en tout cas l'attitude prônée par Paul-Olivier Delannoy, et ce, sans formuler de jugement à l'égard de quiconque qui adopterait une attitude différente, une attitude opposée. À travers ce livre, Jean-Charles continue son chemin. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort pour rien. Avec Marie de l'Écluse et toutes les personnes qui, à travers des écrits et des prises de parole, ont témoigné de la difficulté de vivre le deuil, Paul-Olivier Delannoy énonce que l'on n'est jamais seul. Et cette proposition témoigne de la nécessité de l'entourage, de la famille, des amis, des proches, des connaissances, des groupes de parole et des lectures qui tracent des chemins de résilience et de bienveillance. Il fallait les 5 doigts pour faire vivre et faire revivre le petit frère, le Jean-Charles, le Pitchoun. Voilà, monsieur Delannoy. C'est un très beau livre, bien sûr, c'est un très très beau témoignage. Et
d'emblée peut-être une question tout à fait bateau, une question qui est un véritable lieu commun, mais soit je la pose. Pour vous, écrire ce livre, c'était un exutoire, c'était une libération. Vous ne pouviez pas ne pas l'écrire, c'était une nécessité. D'abord, j'ai mis énormément de temps pour l'écrire, parce que je pense que j'ai quasiment mis 30 ans pour l'écrire. Et si vous le lisez, vous vous rendez compte qu'il y a parfois deux écritures. Il y a une écriture tout au début, qui est une écriture qui est peut-être marquée par la haine, par la volonté d'aller au combat, par le fait de dire c'est pas possible, je n'admets pas, et donc je me bats, je crache en l'air, on y reviendra. Et puis une écriture peut-être un peu plus apaisée, parce que le temps a fait son affaire, et donc le temps il est là. Le temps qui est symbolisé bien évidemment par cette horloge, 22 heures, c'est l'heure à laquelle Jean-Charles a quitté la maison pour la dernière fois. Il est parti et puis effectivement il n'est plus revenu. Et donc ce temps est effectivement quelque chose d'excessivement important. Alors peut-être que bien évidemment ça m'a peut-être servi. Ça m'a servi aussi dans le sens où, je le dis souvent, et je n'en parlerai pas souvent, mais avec le poste que j'occupe, bien évidemment, ces drames sont des choses qui arrivent fréquemment, et je sais déjà, lorsque ça arrive, ce que les uns et les autres vont vivre. Et ça, effectivement, si je peux faire passer un message, mais qui suis-je pour faire passer un message, c'est de dire, vous savez, si vous avez des enfants ou d'autres enfants, peut-être ne les oubliez pas. Et donc le message que j'ai parfois voulu faire passer dans ce deuil, et je le dis tout de suite, parce que sinon je vais plomber l'ambiance, dans mon livre, j'espère, il y a énormément d'humour. Parce que Jean-Charles était quelqu'un qui adorait l'humour, nous adorions l'humour tous les deux, et donc je vous assure qu'on rigole autant qu'on pleure sur le sujet. Mais quand il arrive quelque chose et que des parents perdent un enfant, ce qui est bien évidemment une horreur, et c'est pas logique, c'est logique qu'on perde ses parents, mais pas l'inverse. Il y a souvent une forme de compassion par rapport aux parents. La compassion qui à un moment donné peut aussi s'estomper si c'est beaucoup trop fort ou beaucoup trop lourd. La maison s'est complètement vidée parce qu'à un moment donné, elle sentait trop la mort, et donc les gens ne venaient plus, parce qu'on savait que si on venait, on allait entendre systématiquement les mêmes choses revenir, et Jean-Charles, et Jean-Charles, et Jean-Charles, et Jean-Charles. Je parle bien évidemment de l'attitude de mes parents, qu'au début j'étais peut-être prêt à juger, que j'ai certainement jugé, pour en arriver peut-être 30 ans plus tard à une écriture où la conclusion est de dire on ne peut pas juger. On ne peut jamais juger de quoi que ce soit. Mais par contre, le message que j'essaie souvent de faire passer quand je rencontre des personnes qui ont vécu la même chose, c'est de dire si vous avez d'autres enfants, ne les oubliez pas. Parce qu'on a souvent l'impression en tant que frère ou en tant que sœur, c'est d'être parfois un peu oublié. Un peu oublié par les parents qui ne pensent plus qu'à l'être qui est parti. Enfin, dans mon cas, en tout cas, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais la souffrance des frères et des sœurs est souvent quelque chose qui est mis entre parenthèses, peut-être parce qu'on n'a pas envie d'en parler, ce qui est beaucoup plus simple. Et vous faites l'état de Marie de l'Écluse, donc qui est une maman qui a perdu également sa fille. Et j'explique quelque chose qui se passe en Égypte, je ne le dirai pas, mais je ne suis toujours pas revenu de cette histoire. Si effectivement, elle me disait aussi, mais c'est vrai qu'on a souvent tendance parfois à un peu à oublier, ou en tout cas pas trop s'intéresser, mais les frères et les sœurs souffrent énormément. Parfois ils n'osent pas le dire, parfois ils n'osent pas en parler, et je pense qu'il faut oser en parler et oser le dire. C'est ce que j'ai essayé modestement de faire passer comme message. Ça veut dire que le temps parfois est un ami, le temps est un ennemi. Le temps est un ami pour vous? Il le fut? Il l'est? Je ne sais pas si le temps est un ami, si c'est en tout cas un partenaire qui joue un rôle. Alors parfois c'est un partenaire qui joue un rôle de façon positive, parfois c'est peut-être un partenaire qui joue un rôle de façon négative, mais c'est effectivement un partenaire. Et le temps est là de façon, je vous l'ai dit, par exemple, chez moi qui était véritablement une maison qui vivait, nous vivions dans une cité sociale, et je vous assure, c'était vraiment une maison où un jour où on ne riait pas était un jour perdu. Du jour au lendemain, c'est devenu pratiquement, moi je ne suis pas croyant, on en discutera certainement, mais mes parents l'étaient certainement, c'était devenu pratiquement un péché.
On ne pouvait plus rire, on ne pouvait plus s'amuser. Je n'ai, à partir et ce n'est pas un jugement, ce que je vais dire va peut-être faire mal, ou en tout cas pourrait être mal interprété, mais quand Jean-Charles est décédé, alors que les réveillons de Noël, c'était la fête, c'était véritablement la fête, on montait sur les tables, les frères, les sœurs, je peux vous chanter Dalida avec ma sœur du matin au soir, Gigi Amoroso, je connais ça par cœur, le grand Jojo, je connais ça par cœur. Donc tout ça, c'était vraiment la fête, la fête, la fête. Du jour au lendemain, ce fut arrêté. Ce fut arrêté parce que on avait peur. Enfin, ils avaient peur. Peur de quoi? J'en sais rien. Peur peut-être qu'on s'amuse comme avant, comme si le comme avant ne pouvait plus exister. Et pourtant, si, moi le temps, j'avais envie. J'avais envie que le comme avant continue à exister. Je veux qu'on danse et qu'on rit. C'est ça. Vous qui aimez Brassens et Brel. Oui, oui, justement. On mettra dans le trou. Dans le trou, bien évidemment. Mais d'ailleurs, vous avez vu que dans mon livre, j'ai mis, parce que sinon, dans la famille, j'ai pas de chance, mais chaque fois qu'il y a un mort, c'est à moi qu'on demande de faire le texte. À la fin, si papa est parti, maman est partie, donc normalement, j'ai dit à mes frères et sœurs que comme j'étais plus jeune, je ne vais pas encore me les farcir. Hein. Et donc, comme je dis, comme j'essaierai de partir avant vous, je ne vais pas non plus vous obliger à ce genre de choses, et donc j'ai fait moi-même le texte qu'il doit faire lorsque je serai mort. Ça se résume à toute une série de chansons. C'est ça, j'allais le dire, il y a non seulement un texte, mais il y a toute une discographie, Le Grand Jojo, Brel, Brassens, Barbara, etc. Il y a un peu de tout. Parfois je suis allé sur YouTube pour découvrir, parce que je ne connaissais pas forcément la chanson. Mais c'est en fait, chaque fois, il y a une histoire, bien évidemment. Et ça, je ne la raconte pas à chaque fois. Je pense que les uns et les autres peuvent aussi faire cet effort intellectuel de dire, mais comment se fait-il qu'il va faire passer le jour de son enterrement le tango du Congo du Grand Jojo? Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup qui savent la raison. À mon avis, dans la famille, on le sait un peu plus. Et il y a toute une série d'autres choses. Mais c'est vrai qu'effectivement... alors, j'ai dit aussi, parce que... Allez, je vais essayer d'être modeste. Mais si je meurs ici dans les jours qui viennent, la discographie que j'ai mis ne sera peut-être pas suffisante. Par contre, si je meurs dans 20 ans, dans 30 ans... on aura vite oublié qui j'étais. On est vite oublié. Dans 150 ans, dit Raphaël. Oui, il ne faudra pas attendre 150 ans, un pour que je meure et deux pour qu'on m'oublie. Mais ce dont je suis sûr, c'est que si effectivement je pars dans 20-30 ans, toute la discographie que j'ai mis, à mon avis, est beaucoup trop longue. Et donc j'ai mis aussi un petit mot par rapport au croque-mort en disant vous pouvez couper s'il n'y a plus personne. Bien. Permettez-moi, est-ce qu'on peut revenir sur le travail de deuil? J'aimerais citer un passage que j'aime beaucoup. Donc, c'est dans son livre « Il vient d'ailleurs », portant sur le suicide de son enfant, originaire de Colombie. Christine Eckmayer avait adopté cet enfant, et Christine écrit ceci sur le travail de deuil. « Faire son deuil, une expression qui n'a pas de sens. Faire, comme une action. Faire la vaisselle, faire son jardin. On ne fait pas un deuil, c'est le deuil qui nous fait. » Du jour au lendemain, on devient quelqu'un d'autre, on passe d'un état à un autre sans choisir. On se débat comme on peut avec plus ou moins de temps. Chaque cas est personnel, chaque histoire différente. Il faut trouver la force comme on peut. Tous les moyens sont bons. Il n'y a pas de recette. J'ai eu de la force au début, moins après, et pas l'inverse. On trouve le courage en soi pour les plus costauds, avec l'aide d'autrui pour les autres. Le temps, la patience, la révolte, la rage, les coups de gueule. Pleurer, ça soulage la tête qui, par moments, risque d'exploser. Le deuil vous transforme en je ne sais quoi. Au fond de soi, on ne se reconnaît plus. Le deuil vous sculpte des rides, vous creuse les joues, vous laboure le temps. Parfois, le deuil vous pousse à manger pour remplir votre corps et colmater le vide que la mort a creusé en vous. Ou à boire pour oublier momentanément. Que pensez-vous de ce passage, Monsieur Delannoy? Oui, je m'y retrouve bien évidemment, mais comme je l'ai déjà évoqué tantôt, la mort, en fait, elle fait peur et elle fait parfois fuir. Et donc, effectivement, quand je dis que la mort fait fuir, c'est que on n'a pas envie de parler de la mort. Très souvent, en tout cas, on n'a pas envie. C'est un tabou, c'est un interdit. C'est un tabou, c'est un interdit. Et donc, quelqu'un qui, face à vous, de par sa présence, de par sa manière de se comporter, pratiquement vous incite systématiquement à penser à la mort, fera que on l'évitera. Et donc, il y a une forme
d'ostracisme qui existe, il y a une forme de rejet qui se fait tant à cause de la personne qui est en deuil que à cause de la personne qui n'a pas envie nécessairement de l'être et de systématiquement devoir affronter cette réalité quotidienne qui est une réalité qui est amorale. C'est pas normal de pouvoir perdre un enfant. Et donc, comme c'est pas normal de pouvoir perdre un enfant, parfois on n'a pas envie d'y penser et donc on évite. Et on évite toute une série de personnes et donc c'est ainsi que ma maison, qui était une maison, la maison du bonheur comme je l'ai dit, est devenue tout doucement une maison dans laquelle on n'avait plus envie de venir. Et je ne juge personne, toutes les personnes qui ne sont plus venues mes parents ont aussi une part de responsabilité, encore une fois sans les juger, mais pour justement éviter cette problématique, ce miroir que vous avez en face de vous et qui vous rappelle que la vie peut du jour au lendemain s'effacer ou en tout cas avoir une autre dimension. Effectivement, comme ça fait peur, on fuit et donc ça c'est difficile bien évidemment. Mais encore une fois, je ne juge personne et je peux vous garantir que je crois, surtout depuis mon livre, beaucoup de personnes, ça en tout cas, ça m'a fait plaisir, enfin je ne sais pas si on peut utiliser le terme plaisir, mais énormément de personnes qui ont lu mon livre et qui ont vécu des situations analogues viennent me voir et osent parler. Je ne peux pas dire osent me parler, mais osent parler. Et il y a des histoires, depuis que j'ai fait mon livre, il y a des histoires, mais d'une brutalité que les uns et les autres peuvent vivre et on ne s'imagine pas la souffrance que toute une série de personnes peuvent endurer du matin au soir, du soir au matin, parce qu'une fois que vous l'avez, bien évidemment, c'est quelque chose qui est marqué au fer rouge, dont il est difficile, bien évidemment, de se séparer. Mais à chaque situation, vous avez parfois des réactions qui sont totalement différentes et qui sont, pour moi, bien évidemment, à ne jamais juger.